Bien écoutez, bonjour et merci d'être venu. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier événement de l'association Comprendre notre époque. Et je remercie la compagnie Brozoni de nous accueillir dans ses locaux. Je remercie Raphaël Villien, professeur au lycée Berthollet d'Annecy et intervenant dans l'antenne annécienne de l'Université populaire des Savoies. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre et discuter autour du livre Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, de Eva Illouz, sociologue, et Edgar Cabanas, psychologue. Ça va se passer en 3 temps, en fait. Un premier temps, je vais vous faire un résumé du livre. Ça durera un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, je passerai la parole à Raphaël, qui partagera avec nous son questionnement philosophique et le regard critique sur le livre et sur le thème, et qui nous interpellera, puisque un des enjeux de l'association, c'est aussi que l'on parte de votre vécu, de comment vous pouvez réagir et qu'est-ce que vous pouvez témoigner par rapport à ce thème dans tous ces prolongements. Voilà. Je vais commencer le résumé du livre. Alors, le résumé du livre, je vais le diviser de la manière suivante. D'abord, naissance et développement de la psychologie positive, ses prolongements et ses influences, les propositions de la psychologie positive, qu'est-ce qu'elle propose, ses revendications scientifiques, car elle a des revendications scientifiques, les critiques scientifiques en dehors de la psychologie positive, et enfin, la critique, je me ferai l'écho de la critique des auteurs et de la conclusion qu'ils font dans leur livre. Alors, c'est Martin Seligman, qui était président de l'Association américaine de psychologie, qui, dans les années en 1998, a eu une révélation. Alors qu'il désherbait son jardin, sa petite fille de 5 ans vient le voir et lui dit, j'ouvre la citation, « Quand j'ai eu 5 ans, papa, j'ai décidé de ne plus me plaindre. Si j'ai pu arrêter de me plaindre, alors toi, tu devrais pouvoir arrêter de râler. » Et il comprit à ce moment-là, c'est ce qu'il écrit dans son livre Authentic Happiness en 2002, que élever sa fille ne consistait pas à corriger ses pleurnicheries, mais à l'aider à déployer sa merveilleuse force. Et il en conclut que le tort de la psychologie classique, c'est de focaliser sur les traits de caractère négatifs plutôt que de s'attacher à développer les traits positifs. En 2000, il publie un manifeste introductif à la psychologie positive dans les colonnes de son association qui comptait plus de 100 000 adhérents, 100 000 psychologues aux États-Unis ou approchant. Et là-dedans, quelques extraits, qu'est-ce que dit Martin Seligman? Il dit « Je n'ai pas choisi la psychologie positive, c'est elle qui m'a appelé. La mission qu'il se donne, c'est de créer une nouvelle science du bonheur. » C'est comme ça qu'il écrit. Et qu'il faut se tourner vers le marché des personnes saines et normales, et pour maximiser le potentiel de l'individu. Pour Seligman, un individu heureux est un individu qui est neutre et objectif, au-delà de considérations morales, éthiques et idéologiques. Et en 2002, il franchit un pas de plus, il proclame dans le Handbook of Positive Psychology qu'il sort, l'indépendance du champ de recherche de la psychologie positive. Et à ce moment-là, la psychologie positive, depuis lors, bénéficie de soutiens financiers conséquents. Il y a de nombreuses fondations américaines, à coût de millions de dollars. Coca-Cola, très intéressé, l'objectif affiché étant d'augmenter la productivité des salariés et de réduire le stress au travail. L'armée américaine, un programme, Comprehensive Soldier Fitness, 145 millions de dollars. Extrait du programme, les objectifs, instruire les soldats et le personnel militaire sur les émotions positives, le bonheur et le sens que confère à l'existence une spiritualité, créer une armée indomptable.
Dans la foulée, plusieurs États financent la recherche sur le bonheur et la psychologie positive. Des États d'Europe, l'Europe au niveau de la Communauté européenne, la Chine, les Émirats arabes unis, l'Inde, etc. Les prolongements et les influences de la psychologie positive se traduisent depuis lors, presque une vingtaine d'années, dans des publications, des associations, des sites, des conférences, je vous en citer quelques-uns, qui se réclament clairement de la psychologie positive. Ces publications parlent, et ces sites et tous ces lieux parlent de bonheur, de bien-être, d'optimisme, de pensée positive, de méditation pleine conscience. Et tous ces mots-clés se retrouvent beaucoup là-dedans. Alors on va prendre quelques domaines. Dans l'entreprise, on voit apparaître, depuis quelques années, des responsables du bonheur au travail. C'est une fonction nouvelle, Chief Happiness Officer. Donc ils sont là pour le bonheur des salariés. On voit aussi des organismes de formation qui forment à la pensée positive au travail. Pourquoi faire ? Pour se libérer des pensées négatives, pour retrouver une qualité de vie au travail. Des coachs qui aident les cadres et les managers à être plus positifs. On a des cabinets de recrutement qui recrutent plutôt en fonction de la positivité. Et puis, les auteurs indiquent que tout cela est une belle aubaine, un beau business pour les conférenciers et auteurs de livres sur tous ces thèmes-là. Alors en France, si on restreint à la France, on a des publications, notamment une publication qui s'appelle la Revue de psychologie positive. Des associations, une association qui est l'Association française et francophone de psychologie positive, avec plus de 43 experts, psychologues, psychothérapeutes et coachs. On y trouve d'ailleurs dans cette association le psychiatre Christophe André, qui est un des grands diffuseurs de la méditation pleine conscience en France. Son bouquin, le best-seller « Méditer jour après jour » a fait un tirage très important et qui fait conférences et ouvrages avec notamment Mathieu Ricard, moine tibétain, proche du Dalai Lama, et Alexandre Jolien, philosophe. Il y a aussi des sites consacrés à la psychologie et à la pensée positive. Alors, il y a un site qui s'appelle la Ligue des optimistes de France. Je vous donnerai 3 extraits de leur devise. Celui qui veut des perles doit plonger dans la mer. La résignation est une pollution. Il n'y a pas d'alternative à l'optimisme réaliste. On trouve aussi un site de psychologie positive qui se revendique être un site de référence de la psychologie positive. Il prône l'enseignement de la pensée positive à l'école, et dès le plus jeune âge. Citation de l'auteur de site, « Rien n'interdit que les programmes et l'encadrement mettent le bonheur et l'épanouissement des enfants au centre du système éducatif. On demande aux enfants d'apprendre beaucoup de choses inutiles, dit l'auteur, alors pourquoi pas remplacer toutes ces choses inutiles par d'autres qui le sont beaucoup moins. Entre parenthèses, Pythagore et Thalès, ça sert à quoi dans la vraie vie, par exemple? Et en revanche, le site peut vous donner toute une série de clés. Le créateur du site se présente comme consultant et chercheur. Il parle d'une thèse sur le bonheur et la performance en entreprise, les clés du succès. Recherche faite, ce chercheur n'appartient à aucun laboratoire de recherche en France. Alors ensuite, il y a le courant du bien-être qui est dans le droit fil de la psychologie positive, avec notamment Florence Servan-Schreiber, qui a sorti un best-seller qui s'appelle « Les 3 kiffs par jour », où elle explique que si tout simplement vous trouvez 3 petits bonheurs par jour, alors c'est le bonheur assuré. Enfin, la méditation pleine conscience. À l'origine, il faut savoir que la méditation pleine conscience avait été mise au point dans une clinique californienne pour la réduction du stress et pour la prévention de la rechute dépressive. C'est une pratique qui est issue de la méditation bouddhiste tibétaine. Les lignes de conduite de la méditation pleine conscience, vivre l'instant présent, savourer les petits plaisirs du quotidien, croire en soi, se montrer patient, se focaliser sur son paysage intérieur, adopter une attitude positive, quelles que soient les circonstances. Quelles sont les propositions de la psychologie positive? Martin Seligman. Première proposition, chacun est maître de son bonheur. Le bonheur est un entraînement. Si je veux être heureux, je peux. Le bonheur est affaire de volonté individuelle. Deuxième proposition, il y en a 3. Il faut se détourner de la négativité.
se détourner de la misère psychique, détecter les pensées inappropriées, ça c'est extrait de ce qui est enseigné dans une école aux États-Unis, surmonter les pensées négatives et se garder de tout découragement. La négativité, d'après Martin Seligman, est rétrograde, elle empêche la libération du potentiel humain. Enfin, troisième proposition de la psychologie positive, les circonstances et la société ont peu d'influence sur le bonheur. Pas de problème structurel, il n'y a que des déficiences individuelles. Nous sommes tous des acteurs indépendants, autonomes et façonnant leur destin. Il n'y a pas d'influence du contexte matériel et culturel sur le bonheur. Martin Seligman revendique des fondements scientifiques à la pensée positive et il est, d'après les auteurs, très motivé à... Il a permis, depuis une vingtaine d'années, à ce que 64 000 études soient faites par les tenants de la psychologie positive pour démontrer que c'était positif. Son désir, c'est de fonder une science du bonheur, comme c'était déjà dit. Il développe une revue scientifique. Il a un réseau mondial. Il élabore un manuel de santé mentale qui décrit les vertus et traits positifs, qui est un pendant au DSM, qui est le manuel de référence des désordres mentaux, qui fait référence plutôt pour les problèmes et pour la psychiatrie au plan mondial. Il met en place des mesures du bonheur. Par exemple, un indicateur du bonheur, pour lui, dans un de ses livres, c'est acheter une voiture, changer de travail et méditer 4 fois par jour. Il définit une formule du bonheur dans son bouquin, dans son livre Authentic Happiness, en 3 postulats. Premier postulat, 90% de facteurs individuels et psychologiques entrent dans la composition du bonheur. Deuxièmement, le bonheur peut être acquis. Et troisièmement, les facteurs non individuels ont un rôle insignifiant dans le bonheur, dans le bien-être individuel. Il est suivi de différents disciples qui jouent avec les pourcentages. Une de ses disciples, Sonia Lyubomirsky, parle d'une règle de 40%. Elle est moins optimiste que Seligman en disant on a des marges de progression de 40%. Voilà, ça discute. Face à ça, quelle critique de scientifiques indépendants sur toutes les études de la psychologie positive, il semblerait que les résultats soient peu concluants, voire contradictoires. Beaucoup de simplifications, une faible reproductibilité et des faiblesses méthodologiques. Une étude sociologique a montré qu'il y avait un lien de causalité entre le développement de l'individualisme dans notre société et la dépression dans nos sociétés. Donc, en fait, d'après ce que disent les auteurs, à l'encontre de la thèse de la psychologie positive qui est individualiste par nature. Autrement dit, cette étude sociologique montre qu'au fond, plus on est dans une société individualiste, plus on a un développement de la dépression. Les critiques de la psychologie positive par les auteurs. 1. Ce que disent les auteurs, c'est les effets sur l'individu. Pour eux, la psychologie positive privilégie l'émotionnel au détriment de la réflexion intellectuelle. Quand ça s'adresse à des élèves, les élèves peuvent être obsédés par leur vie émotionnelle, ça peut ruiner leur autonomie, et précipiter un certain nombre d'entre eux dans un cercle vicieux d'angoisse et de dépendance thérapeutique. À force de s'explorer, disent les auteurs, on se dissocie et se détache de la réalité, et ça peut aggraver la dépression et l'angoisse pour les personnes qui ont déjà ces tendances à la dépression. Et se sentir entièrement responsable de la construction de son bonheur peut entraîner résignation et angoisse. On veut évacuer la négativité sans la traiter. Elle peut revenir en force. Fini l'esprit critique, la connaissance, la capacité de raisonnement. Deuxième effet que critiquent les auteurs, c'est les effets sur la société. Ils citent le sociologue Alain Ehrenberg qui parle d'une seconde révolution individualiste au tournant du XXe siècle. Alain Ehrenberg parle de la culture du self-help, littéralement s'aider soi-même. L'individu postmoderne, dit-il, a le sentiment de retrouver prise sur soi-même
ou d'éloigner momentanément l'anxiété en ces temps d'incertitude. Et en se concentrant sur des considérations plutôt narcissiques, il laisse tomber le changement sociopolitique. Le salarié dans l'entreprise intériorise les échecs et difficultés de son organisation, il culpabilise. On peut arriver à un affaiblissement du tissu social, une baisse de la solidarité et une vie, au fond, qui peut devenir fade et étriquée. Et on minimise le rôle des circonstances extérieures à soi dans le bonheur. En fait, on recherche le bonheur par les pratiques plutôt que par la justice et l'égalité. Enfin, conclusion des auteurs, je cite, « Nous sommes devenus esclaves de cette quête obsessionnelle du bonheur. La psychologie positive est un outil qui permet de construire des travailleurs, des militaires et des citoyens bien obéissants. Nous n'avons pas besoin de l'optimisme tyrannique, conformiste et presque religieux qui accompagne désormais l'idée de bonheur. Nous ne voulons pas vivre dans l'obsession égocentrique de l'amélioration de soi, qui n'est qu'une façon de se discipliner à outrance et de se censurer. Et enfin, le plaisir et la poursuite du bonheur ne peuvent l'emporter sur la recherche du savoir, sur la pensée critique, la réflexion, sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. » Fin de citation. J'ai fini le résumé du livre. Je vais laisser la parole à Raphaël. Merci. Bien, merci pour ce bon résumé. Une toute petite correction de détail. Mathieu Ricard n'est pas un moine tibétain, c'est le fils de Monsieur Revel en France. Et c'est un moine français qui est allé au Tibet, juste pour corriger ce petit détail. Ensuite, c'est exactement ce qui est dit dans le livre. On a un livre à charge. Edgar Cabanas et Eva Illouz font un livre à charge contre la psychologie positive. Ils lui revendiquent son manque de scientificité. Ils lui revendiquent sa contre-productivité, c'est pas bien efficace. Il critique. Il critique son manque de scientificité. Il critique sa contre-productivité, c'est pas efficace. Il critique surtout son absence de neutralité. Au fond, c'est au service du néolibéralisme. Il critique le fait que la psychologie positive s'oppose à l'esprit critique. Il critique en fait encore la conception du bonheur qui est véhiculée par la psychologie positive. Et enfin, il critique même la priorité que la psychologie positive accorde au bonheur. Vous avez un livre qui est essentiellement une critique de la psychologie positive. Une critique qui est faite par une sociologue, Eva Illouz, et par un psychologue. Moi, je suis professeur de philosophie. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette critique ? Le propre de la philosophie, c'est d'isoler, de détacher des arguments, c'est de les abstraire, de les distinguer et de les étudier successivement. Donc, je vous propose de faire ça ensemble, c'est-à-dire je vais les reprendre un par un, et on va réfléchir, je vais donner des éléments, mais on va réfléchir pour voir si on les accepte ou non. Tous les arguments qui ont été avancés. Je ferai une remarque sur la forme générale du livre de Apicratie, donc le livre de Eva Illouz et de Cabanas, c'est que c'est un livre qui fonctionne par récit. C'est le récit de la psychologie positive. Et dans ce récit, il y a les critiques que je viens d'indiquer. Un réflexe personnel de lecteur et habitué à lire de la philosophie, le fait de mélanger le récit et l'argumentation, c'est un peu piégeux parce qu'on ne sait jamais quand l'auteur décrit, quand il critique. Et c'est pour ça que moi, je vais vraiment être beaucoup plus formaliste et je vais vraiment isoler les arguments du récit. Michel nous a très bien fait le récit, il nous a très bien dit ce que décrivait le livre. Maintenant, on va revenir sur chacun des arguments. Le premier, on va avoir du mal à l'évaluer ensemble, je pense, c'est la question du manque de scientificité de la psychologie positive. La psychologie positive bénéficie d'universités. La psychologie positive bénéficie à des chercheurs de psychologie positive. La psychologie positive a des manuels. La psychologie positive a des études. La psychologie positive a des praticiens. Donc la psychologie positive est instituée dans notre champ social comme une science. Mais les auteurs soulignent
que sa scientificité est douteuse. C'est-à-dire, ce ne serait pas une vraie science. Ce serait ce que Karl Popper appelait une pseudo-science. Le fond du débat s'effectue sur des questions d'études. La psychologie positive a des études en sa faveur et les auteurs font allusion à des études qui vont contre la psychologie positive. On a un combat d'études. Est-ce que nous, lecteurs, pouvons trancher ? On est un petit peu coincé, puisque c'est, comme souvent, il faut vraiment être un spécialiste de ces domaines, il faut être un spécialiste de la psychologie pour pouvoir juger le sérieux de ces études. Donc même si Edgar Cabanas et puis Eva Illouz nous renvoient à d'autres études qui font contradiction, on a du mal à juger. Toute proportion gardée, aujourd'hui on a exactement le même problème avec la question sur l'homéopathie, où vous avez études contre études. Alors il y a d'énormes suspicions scientifiques sur l'homéopathie, pour ne pas dire plus, mais il y a des études qui sont quand même avancées en faveur de l'homéopathie, et la plupart des citoyens ordinaires entendent qu'il y a des études contre des études, et c'est très difficile de se faire une opinion simplement en sachant qu'il y a des études contre et qu'il y a des études pour. Est-ce que vous voulez dire, Raphaël, qu'au fond, les auteurs, à certains moments, sont un petit peu de mauvaise foi, ils pourraient l'être pour pouvoir défendre leur thèse ? Non. Je veux Non. dire que le lecteur est incapable de juger. D'accord. Et que ces études existent. Parce que ça m'avait paru douteux, 64 000 études, nous en avions parlé auparavant. C'est beaucoup quand même. En faveur ou contre ? Non, en faveur. En faveur, c'est comme les études en faveur de l'homéopathie. Il faut voir d'où elles émanent, comment elles sont menées. Et nous, on ne les a pas sous les yeux. D'ailleurs, elles ne sont pas reproduites dans le livre. On pourrait imaginer un livre qui prend une étude et qui fait la critique. Nous, en tant que lecteurs, nous sommes démunis. Par contre, on peut remarquer qu'il y a des indices qui sont là pour nous permettre quand même de fabriquer une opinion. Quels sont les indices ? Les auteurs soulignent la finalité mercantile de la psychologie positive. C'est un nouveau marché à investir. La psychologie jusqu'ici s'occupait des gens qui allaient mal. Maintenant, elle s'occupe aussi des gens qui vont bien pour qu'ils aillent encore mieux. Et ça ouvre un énorme marché. Ça jette une suspicion, qu'on soit pour ou contre, on peut très bien le comprendre. Ça jette une suspicion qui est est-ce que la psychologie positive, c'est pas juste du commerce ? Suspicion qui est aggravée par parfois, vous l'avez cité, le simplisme de certaines analyses, par exemple des chiffres. 40% dépendent de vous, 40% dépendent de la société. Ce 40%, d'où sort-il ? Comment ça se fait que ce soit un chiffre aussi rond ? Comment est-ce qu'on peut arriver à calculer sérieusement, scientifiquement, comment est-ce qu'on peut arriver à quantifier ce qui dépend de nous dans le bonheur et ce qui ne dépend pas de nous ? Le simplisme de ce genre d'énoncé jette une suspicion, à mon avis, très sérieuse sur la qualité de la psychologie positive. Plus que les études. Plus que les études, on ne peut pas les juger. Par contre, il y a une question qui est posée à nous autres lecteurs, c'est est-ce que ce simplisme est généralisé dans la psychologie positive ? Ou est-ce que Eva Illouz et Edgar Cabanas ont eu beau jeu en allant chercher quelque chose d'un peu ridicule dans la psychologie positive et d'en faire un symptôme d'ensemble ? Là, il me semble que si on est honnête, on ne peut pas savoir. Comme on a un livre à charge, on ne peut jamais être sûr que ce que disent les auteurs, c'est vraiment représentatif de ce qui se passe dans la psychologie positive. On voit que dans la psychologie positive, il y a des excès, mais nous, c'est difficile d'en juger. Et nous, si on repart de notre vécu, de ce qu'on peut vivre les personnes, on a besoin de répondre à cette question qui est le titre de ce débat, de cette discussion, qui est de dire est-ce que la psychologie positive peut-elle faire notre bonheur ? Alors, on va y venir tout à l'heure. Ensuite, nous, on va juger, on a des désirs. J'imagine que parmi vous, certains parmi vous désirent ou apprécient la psychologie positive, d'autres apprécient la méfiance vis-à-vis de la psychologie positive. Mais là, on discute d'une question, c'est est-ce que la psychologie positive est vraiment une science ? Et je pense que si on est honnête, il nous est difficile d'y répondre comme ça. On peut avoir simplement des suspicions. De façon plus profonde, j'aimerais souligner autre chose qui est avancée par les auteurs, ça m'a l'air d'être un meilleur argument.
Il souligne qu'il y a une réduction de l'intériorité, c'est-à-dire la psychologie positive fait comme si on pouvait vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un homme, comme si on pouvait calibrer le bonheur, le quantifier, l'objectiver. Ça m'a l'air d'être un argument beaucoup plus fort et beaucoup plus proche de nos expériences. C'est-à-dire le bonheur, on sait tous déjà que c'est quelque chose qui est très compliqué à définir, c'est quelque chose qui est très compliqué à quantifier, c'est quelque chose qui est très compliqué à objectiver, notamment parce qu'il y a des paradoxes. Elle fait allusion à un paradoxe qui est intéressant, que j'ai découvert, qui s'appelle le paradoxe d'Ehrenreich, sauf erreur de ma part, qui est le suivant. C'est quand les gens améliorent légèrement leur niveau de vie, ils vont se déclarer plus heureux qu'avant. Par contre, quand vous comparez un peuple au niveau de vie élevé, avec une population qui a un niveau de vie élevé, avec une population de vie qui a un niveau faible, les gens qui ont un niveau de vie plus élevé ne se déclarent pas forcément plus heureux que les gens qui ont un niveau de vie plus faible, à des échelles mondiales. Donc si vous avez un accroissement de revenus, vous allez vous dire plus heureux. Mais par contre, si on compare la déclaration des bonheurs des Français avec la déclaration de gens qui vivent dans des pays plus pauvres, l'objectivation du bonheur est beaucoup moins nette. Donc finalement, on se propose de faire une science du bonheur, sur un objet qui est mal défini, qui est difficile à quantifier. Et ça, c'est une objection beaucoup plus forte contre la scientificité de la philosophie, de la psychologie positive. C'est là où ça cloche. Je ne serais pas aussi affirmatif. Où il y a une espèce de dissonance. En tout cas, c'est ce qui autorise de notre part à nous, je dirais, de lecteurs et de consommateurs, une certaine méfiance. Finalement, ces gens-là, la psychologie positive se revendique comme une science, parce qu'être une science, c'est valoriser. C'est une image de marque, mais on peut se demander si dans ce cas-là, ce n'est pas une image publicitaire, et si la science doit donner des gages de sérieux, la psychologie positive les donne-t-elle vraiment? Ici, on a un argument en faveur, je dirais, d'une suspicion. Mais très clairement, dans le livre, il n'est pas démontré que la psychologie positive n'est pas une science. C'est affirmé, il y a une suspicion très forte qui est jetée, mais ce n'est pas démontré. Me semble-t-il. Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce point? Vous avez un désaccord? Non? Ça va? Donc, je vais passer au deuxième point. Oui? J'ai quand même l'impression que c'est une démonstration difficile à apporter. Mais je pense. Et je pense que c'est l'affaire de qui? Il y a une science qui s'occupe des questions de psychologie. C'est la psychologie. Les scientifiques qui sont qualifiés pour évaluer le degré de scientificité ou de sérieux de la psychologie positive, c'est la psychologie. Donc ici, c'est aux chercheurs de psychologie, aux universitaires de psychologie, apparemment aux États-Unis ça se passe, de produire des arguments, de produire des critiques. Mais encore faut-il accepter d'être dans un monde où la critique et la critique scientifique s'effectuent. Mais par définition, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand même, il y a quand même une question qui est de dire que le bonheur, c'est quelque chose qui me semble être beaucoup lié à beaucoup de facteurs, mais qui viennent du sens qu'on donne à sa vie, de tout ce qui est évacué par la psychologie positive, qui est le culturel, S'il faut parler du bonheur, notre rapport ordinaire au bonheur, c'est souvent un rapport comparatif. C'est-à-dire qu'on s'estime heureux quand on se compare à un état antérieur ou quand on se compare aux autres. Il y a un joli texte de Marx où Marx dit, si tout le monde... Karl Marx, le philosophe communiste, Marx dit, si tout le monde habite dans des maisons qui sont semblables, personne ne sera malheureux de sa maison. Mais viennent à se construire un palais au milieu du village, tous les autres vont être insatisfaits de leur maison. Le bonheur est souvent un élément comparatif. Et ensuite, il y a des fondements beaucoup plus profonds, c'est des douleurs terribles, c'est la mort, c'est la perte des proches, c'est l'angoisse de mourir. La psychologie positive a tendance à faire du bonheur quelque chose qui n'est plus comparatif. Ça dépend moins de ta situation sociale et de ta comparaison aux autres que de ton état d'âme. Et ton état d'âme, il faut qu'il soit positif. Donc la psychologie positive demande un effacement de la négativité. La négativité, comme vous l'avez bien dit en citant, je crois, Seligman, est rétrograde. Il ne faut pas être négatif.
Ici, on a une conception du bonheur qu'il faut évaluer. Mais là, il me semble qu'on n'est plus au niveau de la science. Vous voyez, je posais une question de scientificité. Là, on a complètement changé de domaine. C'est plus une science du bonheur, c'est plutôt des façons de voir, des arts de vivre. Au niveau de la science, moi, je pense qu'on est face à un problème que j'ai voulu donner en premier argument parce que je pense que c'est celui qu'on a le plus de mal à trancher. Au niveau de la conception du bonheur, on y reviendra si vous voulez bien. Avec plaisir. C'est bon ? Le deuxième argument, c'est celui de la contre-productivité de la psychologie positive. C'est un argument qui est intéressant. La contre-productivité consiste à dire la chose suivante. Les gens qui se tournent vers la psychologie positive, y vont pour trouver du bien-être. Ils se sentent mieux, on lit un livre qui nous dit sois positif, on se sent mieux, ça nous donne des petits trucs pour se sentir mieux. La psychologie positive fait du bien. Mais les auteurs suggèrent qu'à plus long terme, ça pourrait avoir des effets qui en fait sont assez toxiques. Pourquoi ? On peut au moins donner deux choses. D'une part, enfin on peut en donner beaucoup. D'une part, peut-être le plus simple, c'est que chaque fois que ça ne va pas, chaque fois qu'on a une émotion négative, chaque fois qu'on est gnangnan, triste, morose, angoissé, culpabilisé, et on l'est, non ? Honnêtement, on l'est. Eh bien, chaque fois qu'on a ça, eh bien, on va se dire qu'on ne fait pas assez, ou qu'on ne fait pas encore suffisamment, ou qu'on n'est pas assez positif, ou qu'on est trop négatif, et finalement, l'individu commence à culpabiliser de sa négativité. Donc finalement, ça renforce, ou ça renforcerait, au lieu de l'atténuer, ça renforcerait les émotions négatives. Puisque non seulement je suis négatif, mais en plus, je m'en veux d'être négatif. Mécanisme ou processus paradoxal qu'on a souvent décrit. La personne qui est jalouse, la personne par exemple qui est haineuse, en plus va se vouloir d'être haineuse. Elle se dira c'est pas bien d'être haineuse, mais je le suis quand même. Et finalement, la psychologie positive enjoindrait peut-être aux hommes que nous sommes d'être positifs, bienveillants, et serait une injonction qui serait non réalisable et donc culpabilisante. Est-ce à dire, par exemple, avec la Ligue des optimistes, quand on va voir, si une personne ne va pas bien et qu'elle se dit qu'elle se veut optimiste, qu'elle sourit tout le temps, au fond, elle risque de sombrer encore plus Bah là, tant qu'elle sourit, ça va. Je pense plutôt à ceux qui n'arrivent pas à sourire. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à sourire parce qu'elles ont des vies dures, parce qu'elles ont des épreuves. Et ces personnes, il y a des personnes aussi, ça va être un autre argument qu'on va voir après, mais il y a aussi des personnes qui ont des conditions terribles. Des femmes, d'ailleurs les femmes sont sans doute, il y a beaucoup de femmes qui consomment de la psychologie positive, bon, des hommes aussi, mais les femmes, à accumuler la vie professionnelle, la vie de mère, la vie de travail, des fois, elles n'en peuvent plus, elles sont exténuées, et le discours de la psychologie positive et des magazines, c'est sois forte, sois souriante, ne sombre pas dans la négativité, et non seulement ça peut générer un sentiment d'impuissance, mais en plus ça peut générer un sentiment de culpabilité. De la même façon pour les élèves, et on peut le voir, moi je l'observe rarement, je l'ai peut-être observé récemment sur une de mes élèves, qui n'est pas là. On peut aussi observer le fait que les individus qui vont pas bien, par exemple, ils vont pas bien parce qu'ils ont des mauvais résultats, finalement, ils vont psychologiser leurs problèmes, alors que fondamentalement, il est scolaire. Donc, plutôt que de se mettre au travail, ils vont se retourner vers eux, ils vont se dire « je me sens mal, je vais pas bien, je sais pas ce qui va en moi », et finalement, ça les détourne de la solution. Ce que disent les auteurs. Ce que disent les auteurs. Là, je reprends exactement leur critique. Et il y aurait un dernier point à souligner, et après, je vous invite à évaluer cet argument. Il y a un dernier point, c'est l'aspect addictif. On peut parfaitement admettre que quand on lit de la psychologie positive, on se sent un peu mieux sur le coup. Un peu comme quand on va au cinéma et qu'on voit des super-héros, ça nous galvanise, on se sent un petit peu mieux. Sauf que, finalement, ça nous affecte momentanément et superficiellement. Donc, une fois fait un exercice, on a un petit moment de bien-être. Mais ce petit moment de bien-être n'est pas durable et après, la négativité revient. Alors, que se passe-t-il ? On est insatisfait et on se dit qu'il faut toujours aller plus loin. Et les auteurs soulignent bien l'analogie qu'il y a entre les mécanismes de la psychologie positive et les mécanismes de la consommation.
Quand je consomme, j'ai un petit bien-être, mais qui va générer un manque et ça peut avoir des mécanismes addictifs. Est-ce que la psychologie positive ne serait pas exposée au même genre de travers ? Je fais un petit exercice, je me sens bien, je me sens mieux, je sens que je suis une personne meilleure, mais en fait c'est un affect superficiel qui ne sera pas durable. Et au bout d'un moment, je suis toujours pas aussi bien que j'aimerais l'être, donc il faut que je fasse plus, que je consomme plus, que je fasse plus d'exercices, mais au fond je n'y arrive pas. Et ça me rend addict aux produits de la psychologie positive. Un risque d'addiction, ou en tout cas de surconsommation, les gens en consomment énormément. Moi, dans mon entourage, je vais vous laisser la parole, mais moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui consomment de la psychologie positive. Ils ne sont pas plus heureux que moi, me semble-t-il, dans la mesure où on peut l'évaluer. Par contre, ils se disent toujours qu'ils ne sont pas assez bien. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez positif, on n'est pas assez bienveillant. Et c'est le mécanisme paradoxal que décrivent, me semble-t-il, assez bien les auteurs. Oui ? Mais est-ce que du coup, toujours se dire et avoir une forme d'addiction à cette psychologie, est-ce qu'au final, c'est pas juste rejeter une réflexion sur nous-mêmes et... Ah, vous voulez dire, c'est vrai que la psychologie positive, les auteurs remarquent deux choses. C'est que ces énoncés sont assez simples et c'est surtout des petits exercices pratiques. Vous en avez donné des exemples, pense à 3 choses positives dans la journée. Donc on est quand même à un niveau d'élaboration théorique, pour revenir aux premiers arguments, on est quand même à un niveau d'élaboration théorique et de petits exercices qui sont assez... je ne veux pas dire simplistes, mais qui sont assez élémentaires. La psychologie positive vous invite pas aux angoisses existentielles d'un Kierkegaard ou d'un Pascal. Elle vous invite pas, par exemple, à une méditation sur la mort de vos proches ou sur votre mort. Or, me semble-t-il, si on réfléchit profondément au bonheur, au bout d'un moment, il faut arriver à ces questions. Parce que on va mourir, nos enfants vont mourir, nos parents peuvent mourir, nos proches vont mourir. Et là, moi, je veux bien faire de la psychologie positive et me dire, allez, sois bienveillant. Et tout ça, il y a un risque de superficialité. Mais est-ce que donc aujourd'hui, quand on vous écoute, la psychologie positive, c'est pas uniquement pour se rassurer, dans un premier temps, sans aller chercher, il me semble qu'à un moment donné, sans aller chercher au fond de soi... les problèmes qu'il pourrait y avoir pour les régler surtout sur une... Peut-être. Ce que vous dites, c'est des moments... La psychologie positive, c'est juste des moments où on en a besoin, sans... Alors, effectivement, il y a un bout je reprends la main parce que je me rappelle d'un bout de l'ouvrage que je n'ai pas relevé, où les auteurs soulignent ce paradoxe qui est que la psychologie positive revendique le fait que l'on progresse, mais au fond empêche une véritable intériorité. De certaine manière. Autrement dit, l'hypothèse, ça serait que si je consomme la psychologie positive, ça me permet d'éviter d'aller plus profondément vers des problématiques que je devrais régler pour finalement être un peu plus tranquille peut-être. Parce que j'en ai peut-être peur aussi. Mais c'est vrai, mais ce sera encore plus psychologiser notre rapport au bonheur. Ce qui n'est pas forcément la direction des auteurs. Oui. On y reviendra après. Je dirais juste une chose. J'ai pas dit que ça servait à rassurer. Personnellement, je l'ai pas dit et les auteurs le disent très peu. Moi, je pense qu'il y a un réel effet positif. C'est-à-dire, quand vous faites des petits exercices, ça marche. Mais le problème, c'est plutôt, est-ce que ça marche au point de vous rendre heureux ? Ça vous produit un petit moment de bien-être, ça vous améliore momentanément, mais est-ce que c'est suffisant, la question ? Et c'est pas forcément un faux fuyant. La plupart des personnes qui font ça, je pense d'une part, si elles le font, elles y trouvent un gain, elles y trouvent quelque chose. Mais la question, là où les auteurs sont assez lucides, c'est à plus long terme. Est-ce que ça transforme ta vie ? Est-ce que ça te transforme toi ? Est-ce que ça te met pas juste dans un mécanisme ? En préparant et en reprenant le livre, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe ? La psychologie positive, on dirait, donc c'est pas dit tel quel, donc c'est une hypothèse que je formule, on dirait qu'il y a une analogie entre la santé et le bonheur. Parce que vous comprenez, pour rester là, pour garder la santé, il faut des petits exercices réguliers qui sont praticables et il faut une hygiène de vie saine, totalement tournée vers la santé et le petit exercice.
s'abstenir de boire de l'alcool, renoncer à la cigarette, ne pas trop manger. Et comme ça, c'est vrai que la santé dépend beaucoup de petites pratiques qu'on peut énoncer et qui sont assez élémentaires. Et l'analogie serait que le bonheur, c'est la même chose. À petits exercices quotidiens et tu seras heureux. Petits exercices quotidiens, individu sain et normal, disait Seligman. Enfin, fais tes exercices quotidiens et tu seras heureux. On peut se demander si le bonheur est vraiment analogue à la santé. Ma santé, je peux l'entretenir à coups de petits exercices quotidiens. Est-ce que je peux entretenir mon bonheur à coups de petits exercices quotidiens? Est-ce que le fait il y a peut-être une analogie avec la santé, mais votre santé ne sera pas meilleure si vous ne réglez pas les problèmes difficiles, au contraire. Oui, Oui, mais c'est autre chose. Vous êtes en train de dire, si je vous entends bien, que notre santé physique a des rapports avec notre état mental. Oui, c'est souvent vrai. Mais par rapport à la santé qui vont faire que la santé va bien. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'éventuellement on retomberait sur l'impuissance de la psychologie positive à modifier substantiellement notre vie et d'ailleurs notre santé. Ouais, c'est possible. Juste une remarque sur la psychologie positive. Il se base, j'ai lu d'autres articles, où en fait, d'un point de vue, avec des études en neurologie, où ils se sont rendus compte que les personnes déprimées, si elles faisaient un minimum d'exercice physique, justement, arrivaient à plus facilement sortir de la dépression et se détacher des substituts médicamenteux. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus heureux, ça veut dire qu'ils sont moins déprimés. Ça veut dire que ça les aide. Ça les aide. Mais du coup, il y a une confusion qui parfois on retourne avec un autre langage, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils vont être plus heureux, ils vont être moins déprimés et moins dépendants. Et mais là, on retombe. Et du coup, ça repose la question, qu'est-ce qu'être moins déprimé, moins dépendant, plus heureux, moins heureux. Mais c'est une question de vocabulaire, soit déprimé, soit heureux. Alors, ils préfèrent le dire avec le bonheur, mais c'est pareil, ça se... Mais telle n'est pas, dans ce que vous dites, on peut comprendre, mais telle n'est pas l'ambition de Seligman et de tous ses disciples quand même, qui est de dire au fond, on va faire le bonheur de l'humanité, on va faire que des États financent le bonheur, on va aller quand même dans les écoles, on va dire soyez positifs, même si on a des difficultés, ne prenez pas en compte le contexte. On peut le voir dans l'entreprise où on a des cadres qui vont au burn-out parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils pensent que c'est eux qui sont entièrement responsables de leur bonheur qui passerait par la performance. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, ils ont... Enfin, c'est comme s'ils avaient un petit peu retourné dans la psychologie positive, un petit peu retourné une étude qui a été faite par rapport à des gens qui étaient en grande dépression, même post-traumatique. Vous parliez de l'armée américaine, c'est eux qui ont commencé à faire ces études-là pour justement que les soldats puissent sortir de cette dépression post-traumatique. On n'a pas dit que ça procurait du bonheur, mais après ça a été repris comme quelque chose, faites de l'activité, vous allez vous sentir mieux, etc. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que reprendre cette contre-productivité, c'est qu'en fait, on a quitté tout esprit critique. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on est nul. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, madame, c'est que avant on parlait de... Là, vous êtes revenu dans la psychologie ordinaire, c'est-à-dire on est dans le soin d'un trauma. On a quelque chose de négatif. Vous avez dit les grands déprimés ou les grands traumatisés. Donc là, on ne s'adresse plus à l'individu sain et normal. On est à nouveau dans une psychologie qui soigne un mal. Et en fait, là, c'est pas l'essence de la psychologie positive qui est d'améliorer l'individu sain et normal. On peut pas maximiser son potentiel. De maximiser son potentiel. On ne peut pas douter que le sport ou que d'autres activités, même la méditation, je pense qu'il faut être nuancé. Toutes ces pratiques sont des pratiques qui peuvent être éminemment bienfaisantes. La question, c'est ce qui en est fait dans un discours beaucoup plus systématique pour des individus qui vont bien a priori. On les invite à se retourner vers eux-mêmes, à essayer de sans cesse s'améliorer. Et c'est ici où la critique de la contre-productivité peut éventuellement porter. Vous avez parlé de Christophe André.
Christophe André, c'est un psychiatre reconnu qui travaille à Sainte-Anne, à Paris. C'est quelqu'un qui soigne des gens profondément déprimés. Et là, son travail, c'est un travail très sérieux, je pense. Enfin, j'ai aucune expertise sur Christophe André, mais comme il est dans l'institution, je pense que c'est un médecin qui soigne. Mais là, il soigne des gens qui ne vont pas. Et c'est pas vraiment le propos du livre. Ça, c'est vraiment un problème de médical, de psychologue. L'intérêt, le propos du livre, c'est de remarquer que ce discours qui était localisé s'est exporté et devient une espèce de philosophie de vie. Et c'est cette philosophie de vie qui est interrogée. Donc pour l'instant, nous avons dit 2 choses et nous allons passer à la 3e. La première chose, c'était que ça se revendiquait d'une scientificité qui était discutable, mais je ne suis pas allé plus loin, parce que j'en ai pas les moyens. Et la deuxième chose, c'est qu'éventuellement, pour nous, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on y va avec les meilleures intentions du monde, en plus, ça nous fait du bien, mais il y a quand même certains risques. La 3e critique qui est faite, et qui est très importante pour les auteurs, et je vous invite à l'examiner avec attention, parce qu'elle est très intéressante. La 3e critique qui est faite, qui visiblement pour eux est vraiment essentielle, c'est l'absence de neutralité idéologique. Ça se présente comme une science, la psychologie positive, c'est-à-dire comme quelque chose de neutre, d'objectif, sans arrière-pensée. Or, pour les auteurs, c'est très clairement corrélé à une conception néolibérale de l'individu. C'est-à-dire que derrière le masque de la neutralité, seraient promues certaines valeurs comme l'autonomie, la flexibilité, l'implication, la résilience. Et en fait, la psychologie positive serait merveilleusement adaptée pour demander aux gens de faire le maximum d'efforts dans les entreprises, dans les armées, dans les écoles, et surtout pour mettre la charge de la peine, comme on dit en justice, sur les individus. Si t'es pas content à l'école, c'est que t'es pas assez positif. Si t'es pas content dans ton travail, c'est que t'es pas assez positif. Et donc, ils font la critique suivante, qui est vraiment la critique centrale du livre. La psychologie positive se présente comme neutre, scientifique, objective et impartiale, alors qu'elle serait en réalité idéologiquement orientée, au service de certaines puissances et profondément empreinte du néolibéralisme. Ceci étant, Raphaël, on a le droit, il me semble, je vous coupe, de pouvoir, comment dirais-je, défendre un point de vue et une idéologie. Ce que vous dites, vous, c'est que c'est comme si on disait non, nous, on n'est pas engagé politiquement, c'est neutre. Alors, ça, c'est ce que disent les auteurs. C'est ça. Si on pourrait dire, je pense que les auteurs disent, si jamais c'est une idéologie et non pas une science, qu'elles le disent tel quel. Voilà, c'est ça. Qu'elles se disent, nous, on veut promouvoir les vertus de l'individu néolibéral et on va le faire. Mais là, ce qui serait reproché à la psychologie positive, c'est de prendre justement ce masque d'une science, alors qu'en réalité, ce serait plus une idéologie. Vous comprenez C'est une opinion politique, c'est pas dite comme telle, et on essaie de le faire passer pour quelque chose de neutre, scientifique et non discutable. Alors, que penser de cet argument ? Parce que c'est quand même, à mon sens, c'est l'argument de fond de... Que penser de cet argument ? Au départ, les théoriciens de cette méthode, le théoricien de cette méthode, Seligman, ouais. n'avait pas cette arrière-pensée. Elle est venue parce que c'est devenu commercial. Eh bien, c'est ambigu. C'est ambigu dès le départ. C'est pour ça qu'on a affaire à un récit. C'est ambigu dès le départ parce que, du moins dans la façon dont Cabanas et Illouz le racontent, et j'ai pas le moyen non plus de l'évaluer, il montre que dès l'origine, il y a cette espèce d'ambiguïté parce qu'il y a la perception d'un marché. La psychologie ne soigne que les gens qui vont mal, et là, tout à coup, on a la perception d'un marché qui va bien. Il y a une affinité avec l'air du temps. On sent très bien que les gens sont en demande de quelque chose. Ils le disent jamais, mais on pourrait se dire aussi, aujourd'hui, il y a un effondrement des religions, il y a un effondrement, même éventuellement de la politisation. Donc, les gens ont quand même besoin d'une valeur à laquelle se raccrocher, une espèce de salut. Et on peut suspecter dès l'origine, cette ambiguïté-là. Est-ce que Seligman a fondé sa psychologie positive sur des bases scientifiques, comme il est raconté dans le livre? Si c'est juste sur un flash à cause d'une parole de sa petite fille, on est moins dans la science que dans l'intuition, ou est-ce que c'est sérieux?
Alors, là, je vais regarder ce qui est dit dans le livre. Je vais vous citer 3 passages pour essayer de vous montrer quelque chose. Je cite 3 passages du livre où cette question est traitée. J'en ai même 4, en fait. Page 73. Je relis les phrases du livre. Le portrait qu'il donne de l'individu heureux serait parfaitement neutre et objectif, conditionnel parce qu'elle va le critiquer, serait. Le portrait qu'il donne de l'individu heureux serait parfaitement neutre et objectif, exempt de connotations morales, éthiques et idéologiques. Une telle affirmation est pourtant douloureusement contredite par un constat évident. Le bonheur tel qu'il le présente entretient un rapport extrêmement étroit avec les principaux postulats individualistes et les principales exigences éthiques de l'idéologie néolibérale. Ce qui vient d'être dit. Je relis un passage, entretient un rapport extrêmement étroit. Je vous en lis une autre. Page 179. Si l'épanouissement personnel est essentiel aux yeux de Seligman, c'est parce que ce concept saisirait selon lui le mieux l'étroite relation entre bonheur et réussite personnelle. Je vous en lis un autre, page 233, plus court. Que le portrait robot de la personne dessiné par eux correspond point pour point au portrait idéal du citoyen néolibéral n'a échappé à personne. Correspondent point pour point. Le dernier, cette notion entre en parfaite résonance avec un certain nombre de caractéristiques des sociétés capitalistes avancées. En fait, là, c'est constamment ainsi dans le livre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une relation. Je vais parler en philosophe technicien. Il y a une corrélation entre la psychologie positive et des intérêts néolibéraux. Il y a un lien. Mais la question que se poserait tout philosophe, enfin, la question qu'on devrait se poser en tant que philosophe, c'est est-ce que c'est un lien de corrélation, ça va bien ensemble, ou est-ce que c'est un lien de causalité? Est-ce que les choses sont liées factuellement, ou est-ce que dès l'origine, c'est la question que vous posiez, monsieur, et je pense que vous avez très bien fait de poser cette question, ou est-ce que dès l'origine, la psychologie positive est au service des intérêts néolibéraux? Je le pose autrement. Est-ce que la psychologie positive, c'est une science qui a un intérêt particulier pour des employeurs ou bien pour des personnes, pour l'armée? Est-ce que c'est juste quelque chose qui a un intérêt et donc ils vont s'en emparer parce que pour eux c'est un instrument intéressant? Ou est-ce que dès le début la psychologie positive a vendu son âme à ses intérêts? Est-ce que la psychologie positive favorise par accident le néolibéralisme ou est-ce que dans son essence elle satisfait ses intentions? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que le lien entre la psychologie positive et l'idéologie néolibérale est un lien de corrélation? Il se trouve qu'en fait c'est lié. Ou est-ce que c'est un lien de causalité? C'est parce qu'on voulait satisfaire certains intérêts néolibéraux qu'on a fait de la psychologie positive. Si je ne suis pas clair, je vous propose un autre exemple où vous voyez bien, où on verra bien le problème. Darwin, la théorie de l'évolution darwinienne. Elle ne satisfait pas du tout les intérêts de l'Église. Elle ne satisfait pas les intérêts de l'Église qui a toujours eu du mal à l'intégrer. En fait, il faut quand même savoir que l'évolution, les livres de Darwin n'ont jamais été mis à l'index. Et le pape Jean-Paul II a reconnu que les dogmes chrétiens étaient compatibles avec le darwinisme. Donc ils l'ont petit à petit intégré, mais à l'origine, Darwin, c'était quelque chose qui s'opposait aux intérêts de l'Église, à certains dogmes. Alors, est-ce que Darwin, c'est une idéologie, l'idéologie darwiniste, qui dès l'origine s'oppose à l'Église, ou est-ce que Darwin, c'est une science? Est-ce que la théorie darwinienne est une science qui, il se trouve, n'est pas particulièrement compatible avec les intérêts de l'Église? Il y a quand même une différence qui est, disons, une différence d'intention. Est-ce que le reproche, quand on reproche à une chose d'être une idéologie, toute science est une idéologie parce que toute science va embêter certaines personnes. La question c'est, est-ce qu'elle existe pour embêter ou pour favoriser ces personnes, ou est-ce que la science existe en tant que science et elle devient idéologique après coup, c'est-à-dire elle est instrumentalisée par certains partis? Pour
pourrait parler de Galilée aussi. On pourrait parler de Galilée. Galilée, il ne veut pas embêter l'Église. Darwin non plus. Darwin, quand il a découvert sa théorie, il a dit « j'ai l'impression de tuer mon père ». Darwin, c'est pas du tout quelqu'un d'idéologique. C'est quelqu'un qui fait de la science. Or, il se trouve que la science, sa science, ses découvertes scientifiques ne font pas l'affaire de tous. Et aujourd'hui, vous avez des petits malins qui disent « vous dites que Darwin, c'est neutre, mais Darwin, c'est de l'idéologie, il s'oppose à l'Église ». Donc on transforme le darwinisme en une idéologie. On pourrait transformer les découvertes de Galilée en une idéologie. Mais c'est sans doute une erreur et un manque d'esprit critique. Donc il y a les deux cas de figure. La science qui est instrumentalisée idéologiquement et quelque chose qui, dès son origine, est une idéologie. Je suis à peu près clair ? Eh bien, que disent les auteurs ? Les auteurs remarquent sans cesse qu'il y a une corrélation forte. Mais ils ne tranchent jamais la question de savoir si cette corrélation, c'est vraiment un lien de causalité ou si c'est simplement un hasard. On pourrait très bien dire la psychologie positive, oui, ça sert les intérêts néolibéraux, mais ça peut servir des intérêts tout autres. Il se trouve juste que certains petits malins, des marchands, ont eu l'intelligence de s'en emparer pour faire leur beurre. Et eux, ils sous-entendent, on a un mode d'argumentation en sous-entendu. Les auteurs, vous voulez dire ? Les auteurs sous-entendent en permanence qu'il y a un lien avec le néolibéralisme, mais ils démontrent jamais, par exemple, que c'est une pseudo-science qui a été complètement instrumentalisée à des fins néolibérales. Ils ne peuvent pas le démontrer. Je ne sais pas. Alors, Raphaël, que faites-vous là-dedans du cas de figure que je n'ai pas trop développé, où ils prennent des récits de réussite personnelle forte ? Vous vous rappelez au début du bouquin, puisque vous l'avez lu comme moi, que ça fait partie du récit de Seligman et de ses disciples de dire, voilà, regardez, un tel a réussi, des récits de résilience très forte, il était parti de rien, il est devenu heureux, vous pouvez devenir heureux, regardez comme ils sont heureux. Est-ce que ça fait partie plutôt d'une culture, ou est-ce que, voilà, il n'y a pas l'air d'y avoir d'arrière-pensée là-dedans, il y a simplement le fait de penser honnêtement que la réussite personnelle peut arriver à... Ça renvoie presque à notre première question. Tout ce qui est de l'ordre du récit, c'est pas de l'analyse. Un récit, c'est pas une analyse. Un récit, c'est une petite histoire qu'on raconte, mais en science, on fait pas que raconter des petites histoires. Donc ça va plutôt, si tel est le cas, ça va plutôt dans le sens d'un simplisme, un simplisme argumentatif qui rend quand même la psychologie positive douteuse. Et comme le disent les auteurs, si vous prenez la charge qu'ils font, simplisme argumentatif, contre-productivité, des liens très forts avec le néolibéralisme, on comprend la critique qu'ils font. Mais en même temps, moi, en tant que lecteur, je me dis que j'aurais bien aimé qu'ils établissent précisément la nature du lien qu'il y a entre la psychologie positive et le néolibéralisme. Il y a des moments où ils critiquent la psychologie positive, la recherche des indices de bonheur. Or, moi, je savais par exemple qu'Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie, qui est un économiste indien, qui a travaillé pour développer les pays les plus pauvres et qui est un critique du capitaliste, a lui aussi développé l'indice du bonheur. Donc, qu'il y a un lien entre l'indice du bonheur et puis les intérêts capitalistes, c'est possible, mais on peut peut-être les déconnecter. Or, qu'il y ait une connexion de fait, ça ne me suffisait pas en tant que lecteur. Et je vous avoue que je suis un petit peu resté sur ma faim en lisant ça, en me disant « Ah, j'aurais bien aimé qu'ils établissent mieux ce qu'ils sont en train de dire ». Est-ce que l'hypothèse, ce serait qu'ils voulaient défendre leur thèse et surtout établir ce lien en permanence ? Ah oui, c'est un livre à charge. Oui. Ça veut dire du coup, ce que vous dites Raphaël, qu'au fond, on peut être plus dans la complexité, plus dans la finesse et dire, c'est ce que vous disiez au fond, que à la fois ça peut apporter la psychologie positive, mais tout en restant critique, que c'est pas forcément corrélé avec un cheval de Troie du capitalisme. Oui, en tout cas, on reste sur notre fin. Je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser, disons, en tant que lecteur du livre. Est-ce que la psychologie positive, et j'aime bien la formule, est forcément le cheval de Troie du capitalisme ? C'est sûr que dans une partie de ses discours, elle le favorise, mais est-ce que c'est nécessaire ? Et pire, tire-t-elle de là son origine ? Seligman a eu une révélation, en fait. Je vous invite vraiment à vous poser la question. Eux l'affirment, mais comme ils l'affirment au cours d'un récit qui fonctionne par sous-entendu, moi je me dis qu'on peut ouvrir cette question, mais qu'ils ne l'ont pas fermée.
de ce que vous dites, ce qui me semble un peu bizarre, c'est qu'ils vont à charge pointer du doigt l'absence de neutralité scientifique de la psychologie positive. Oui. Et eux n'ont aucune neutralité en fait. C'est vrai que ça peut être un des paradoxes qu'on peut remarquer, mais en fait derrière il y a un... À charge, Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument, ou alors c'est par les sous-entendus où ils laissent ouvert des portes. Mais Oui. du coup, Il y a un problème qui me tient à cœur derrière, je vais essayer de l'énoncer très rapidement pour passer au point suivant. Le problème qui me tient à cœur, c'est la question de la neutralité. Qu'est-ce qu'être neutre? Qu'est-ce qu'être neutre pour une science? Est-ce qu'être neutre pour une science, c'est ne contredire aucune idéologie, n'avoir de conséquences pour personne? Si jamais c'est ça, faut pas rêver, il n'y a aucune science qui est neutre. Toute science a des énoncés qui vont contredire certains intérêts et qui vont les froisser. Toute science va avoir des énoncés qui vont favoriser certains intérêts. Prenez l'économie. N'importe quelle découverte économique va favoriser certaines politiques, va en défavoriser d'autres. Si, c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas neutres. Ce qui est important, c'est la façon dont elles justifient leur théorie. C'est la justification qui doit être neutre. C'est pas les conséquences ni l'usage qu'on en fait. Or ici, dans le livre, ils insistent surtout sur l'usage qui est fait de la psychologie positive. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est moins une critique de l'usage qui en est fait. Enfin, elle est légitime, la critique. Mais pour cette question de la neutralité, c'est moins la question de l'usage qui en est fait que de la question de ses fondements. Or, le livre est un livre qui décrit l'usage qui en est fait beaucoup plus qu'une critique réelle des fondements. Ce qui m'a gêné dans ce livre, pour être tout à fait sincère, c'est que cet argument principal, la corrélation avec une idéologie, me semblait insuffisamment établi. Très bien. D'autres interventions? Non? On va remercier Raphaël Merci. de sa contribution. Et on va vous remercier aussi encore une fois d'avoir contribué. Vous vous en rappellerez, j'espère, au premier événement. Quand nous ferons des événements à Bonlieu, qui est le centre culturel et tout ça, vous vous rappellerez que grâce à vous et grâce à Raphaël et la compagnie Brosoni, on a pu vivre ce moment. Merci.